Bonsoir, bienvenue dans l'actualité. Le mystère du meurtre de Valenciennes. Le tireur est toujours en fuite. Les recherches se poursuivent pour retrouver celui qui a abattu vendredi un père de famille, un homme a priori sans histoire. Le grand rendez-vous de la solidarité au Zénith de Lille à l'initiative du Secours populaire, des milliers de familles présentes pour un moment très convivial. Le salon de l'agriculture, c'est parti, et si l'incontournable Filouze attire les caméras, il y a aussi beaucoup à découvrir. Premiers échos avec Laurent Navez en duplex de Paris. Du football, très mauvaise opération de Lens face à Caen. Certains supporters des 100 heures ont dérapé, provoquant une interruption du match. Et puis pas encore le printemps, mais déjà le réveil pour le zoo de Fort-Mardic. Reportage à la fin de cette édition. Mais tout d'abord, le point sur l'enquête. 48 heures après la mort de cet homme abattu par balle à Valenciennes, un drame toujours inexpliqué. Une de nos équipes a rencontré des proches de la victime, un ingénieur apprécié de tous. Yann Fossurier, Gonzague Vandamme. Frédéric Hirson, 45 ans, était un homme a priori sans histoire. Cet ingénieur travaillait à Marly, au centre technique PPG, qui conçoit des peintures pour l'industrie automobile. Il avait occupé ici plusieurs mandats syndicaux. Passionné de sport, il était aussi un membre dirigeant de l'USTT Valenciennes, un club de tennis de table. Frédéric, membre de l'association, trésorier, actif. Christophe Cordel, vice-président du club, le côtoyait depuis plusieurs années. Pour nous, c'est un membre d'une association, c'est comme un membre de la famille. Ça doit faire 8-9 ans qu'il est dans notre club. Et pour tout doucement s'investir de façon discrète, et puis par ses compétences, on l'a sollicité pour venir nous aider pour gérer l'association. Et dans ses compétences, il a désiré gérer toute la partie trésorerie en relation avec un expert comptable. Donc quelqu'un super tranquille, super cool, qui dit jamais un mot, qui va jamais créer une histoire avec qui que ce soit, qui s'entend bien avec les membres de son équipe. Le soir de sa mort, Frédéric Hirson était venu s'entraîner ici avec Florian, son fils de 18 ans. C'est en quittant le centre sportif vendredi peu avant 20h qu'il a été abattu d'une balle dans le dos. Aujourd'hui, il n'y a pas de psychose. Les adhérents que j'ai eus ont peur, mais voudraient avoir la vérité aussi. Alors, la famille, bien évidemment, et toutes les personnes qui entourent cette famille, mais nous, au sein de l'association, on voudrait connaître la vérité. Demain, les membres du club se réuniront à 18h30 pour lui rendre hommage. Pour le moment, le parquet de Valenciennes reste extrêmement discret sur l'enquête. Celle-ci semble se concentrer essentiellement sur l'environnement familial et personnel de la victime. Le procureur a fait savoir également qu'une autopsie serait pratiquée demain, lundi. Un moment très convivial, très chaleureux ces quelques heures passées cet après-midi au Zénith de Lille. Les 70 ans du Secours populaire, près de 6000 personnes qui ont fait une pause dans un quotidien souvent difficile. Didier Piton, Frédéric Gilté. 6000 personnes cet après-midi au Zénith de Lille, des bénéficiaires du Secours populaire venus partager en famille quelques heures de bonheur. Une tradition depuis 1995 et la création du Zénith de la solidarité. Certaines personnes profitent d'une journée très agréable qu'ils ne peuvent pas se permettre eux-mêmes. Le spectacle, ça coûte cher quand même. Et là, c'est offert par le secours et tout ça. Faire un concert comme ça, c'est idéal, quoi. C'est le bonheur. Ça leur fait déjà une sortie et elles sont contentes. Elles sont émerveillées même, je dirais. Ça se voit nos visages. Une journée placée sous le signe de la solidarité nationale et internationale pour cette organisation humanitaire qui fête cette année ses 70 ans d'engagement auprès des plus démunis. 70 ans du Secours populaire, mais aussi 70 ans de solidarité populaire. Ça veut dire des milliers, voire des centaines de mille de personnes qui se sont mobilisées, qui ont fait depuis 1945 des actions pour les autres. 70 années d'action et d'initiatives culturelles telles la journée des oubliés des vacances ou les fameux Père Noël verts, des événements auxquels sont conviés chaque année plusieurs milliers de personnes, des nordistes venus chanter ensemble cet après-midi un bon anniversaire au Secours populaire. Politique, à présent, les élections départementales qui se déroulent les 22 et 29 mars. Dans le Pas-de-Calais, le FN va tenter de s'emparer de ce fief de la gauche. Le parti de Marine Le Pen est très implanté dans le bassin minier et notamment à Hénin-Beaumont où s'est déroulée cet après-midi la présentation des candidats. Reportage Jean-Louis Manon, Sébastien Gurac.
Il a traversé toute la France pour lancer la campagne du FN dans le Pas-de-Calais. David Racheline est le jeune élu qui incarne la nouvelle ambition du Front National, carté à 15 ans, candidat à 20, sénateur-maire de Fréjus à 26. David Racheline est accueilli en rockstar dans une salle des fêtes d'Hénin-Beaumont, archi-comble. Nous nourrissons de grands espoirs pour ces élections. Les sondages nous donnent en tête dès le premier tour. Nous espérons confirmer ce résultat et faire en sorte de multiplier notre nombre de conseillers départementaux dans les départements pour accroître encore le maillage territorial du Front National. Le FN présente des candidats dans les 39 cantons du Pas-de-Calais, dont de nombreux très jeunes candidats. Leur feuille de route est claire. Après les villes, les conseils municipaux, les régions, l'Assemblée et le Sénat, prendre pied dans les départements. Moi, je fais partie de ceux qui sont arrivés dès 2007. Mais très clairement, la personnalité de Marine Le Pen a inspiré beaucoup de jeunes, évidemment par sa jeunesse, par son approche des thématiques, par sa manière de parler du social, de renouveler un petit peu la manière dont on pouvait parler de l'identité nationale également. Donc oui, on peut parler vraiment de nouvelle génération, vraiment inspirée par Marine Le Pen. C'est-à-dire qu'il y a 14% des candidats aux élections départementales qui ont moins de 30 ans pour le Front National. Donc le Front National fait confiance aux jeunes et c'est pour ça qu'aujourd'hui on a beaucoup de jeunes qui sont candidats et qui s'engagent au sein du parti. Au regard des scores des élections européennes de juin, le FN est à plus de 42% dans 11 cantons du Pas-de-Calais, essentiellement dans l'ex-bassin minier. Il a rendu une visite pour le moins inattendue aux jeunes communistes lillois. Gérard Mullier, le fondateur du groupe Auchan. Alors le PC est-il devenu sa tasse de thé ? Pas franchement, qu'avait-il à dire aux militants? Plus d'infos, c'est à lire sur notre site internet nordpasdecalais.france3.fr. Et comme promis, direction maintenant le salon de l'agriculture à Paris où l'on retrouve Laurent Navès. Bonsoir Laurent. Alors Philouse continue à faire parler d'elle. Cette vache nordiste a encore été très entourée. Oui, Philouse la star, Philouse l'égérie de ce salon 2015, très entourée, vous l'avez dit, par une foule continue toute la journée, très entourée, cette rouge flamande de 4 ans, énormément photographiée aujourd'hui. Son propriétaire Dominique Mac ne compte plus les interviews, c'est donc, vous l'avez compris, un énorme impact médiatique, un très gros coup de projecteur exceptionnel pour le Nord-Pas-de-Calais et son élevage. Dominique Mac qui d'ailleurs en profite pour passer un message plus large. On l'écoute. Je pense qu'aujourd'hui, on est là pour informer nos consommateurs et rassurer le grand public parce qu'il y a quelquefois des choses qui sont dites, je ne pense pas forcément vraies. Et quand on voit la santé des animaux sur le salon, je pense qu'on peut être rassuré de la qualité du travail des éleveurs. Voilà, donc Philouse et son propriétaire, emblématique de ces éleveurs de petites races locales à faibles effectifs. Alors ils sont venus présenter leurs animaux bien sûr, expliquer leurs choix aussi. Des passionnés qui aiment à se retrouver chaque année ici à Paris, unis autour d'un même projet agricole. C'est un reportage de Sergio Rogenstro et de Pierre-Marie Nabouche. C'est l'un des moments préférés des éleveurs, le repas en commun dans les réserves du salon à l'écart du public. Une pause conviviale pour se retrouver et échanger entre gens du Nord. Humainement parlant, c'est hyper riche. Chacun ramène un petit peu son ambiance, son savoir-faire, sa petite histoire. Et c'est vrai que c'est très riche, quoi. Ça, c'est vrai que tous les ans, on est content de se revoir. Point commun de tous ces éleveurs, la passion des races locales. Pour Gilles Druet, c'est la Bleu du Nord, une race mixte lait-viande dont il possède l'un des plus beaux troupeaux de la région dans l'Avesnois. C'est le bocage, c'est les pâturages, donc la race Bleu du Nord est quand même adaptée à ce système-là. J'ai une exploitation où il y a beaucoup de pâture, il n'y a pas beaucoup de terre, pas beaucoup de maïs en silage. Donc c'est une cohérence de tout le système, il me faut une race rustique. Rustique, mais menacée de disparition des Bleus du Nord, il ne reste que 500 vaches inscrites au contrôle laitier dans la région. D'où l'urgence et l'intérêt de soutenir ces éleveurs. Edith Mac en est convaincue, elle-même présidente d'une autre petite race régionale, la rouge flamande. C'est elle qui a défendu la cause hier auprès du président François Hollande lors de sa visite au salon. Nous, aujourd'hui, nous essayons de travailler sur ces micro-filières qui s'inscrivent aussi quelque part dans une agriculture durable, une agriculture de proximité. Il a été très sensible et je pense en effet que on ne nous oubliera pas si vite que ça, quoi. Le président Hollande, sensible paraît-il au devenir de ces races locales,
à cette histoire d'amour finalement entre les hommes et leur territoire. Laurent Navez en direct du Salon de l'Agriculture. Laurent, on vous retrouve aux côtés de votre invité. Oui, Albert Mazurel, directeur de la Maison de l'Élevage du Nord. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, pas de doute sur la conviction d'Edith Mac, on la connaît bien. Et hier avec François Hollande. Alors, c'est sûr, le message est passé. Il y a été sensible, je crois. Il est très sensible quand même, donc à toutes les questions de maintien de la biodiversité, de ces choses-là, et de l'intérêt des agriculteurs et spécialement des producteurs laitiers. Alors, la voix de salut de ces petites races, on l'a entendu, et Edith Mac l'a expliqué au président Hollande, c'est effectivement ces filières courtes, le lait, la viande. Voilà, c'est tout ça. Voilà, que ce soit pour les plus grandes races, mais fortiori pour les petites. Évidemment, il est évident que les filières, et notamment pour la race flamande, comme le beurre ou le fromage de Berg, c'est essentiel, même pour la viande. Et donc, on est en train de réfléchir à des créations de fruitières, de choses comme ça, pour valoriser le lait des agriculteurs. Alors, vous parliez de la viande pour la rouge flamande. Il y a d'ailleurs une filière qui va être en quelque sorte inaugurée ici au salon mardi. Voilà, mardi, c'est la grande réception viande, avec 3 chefs étoilés, avec... on y reviendra. Voilà, donc ça, c'est la grande manifestation de mardi qu'on attend avec impatience. Alors, des filières courtes qui peuvent aussi permettre de faire face à la réforme de la PAC, et notamment tout ce qui va se passer pour les quotas laitiers. C'est ça l'enjeu. Je crois qu'il y a une menace qui plane et tous les producteurs de lait en ont bien conscience. Et à notre niveau, l'objectif, c'est vraiment d'essayer de créer des petites filières comme ça qui peuvent, je dirais, créer une agriculture commerçante. Et je crois que c'est là où beaucoup d'éleveurs pourraient gagner quelque chose. Très bien. Merci beaucoup, Albert Mazurel, donc président de la Maison de l'Élevage du Nord. Évidemment, de ces petites races, on en reparlera. On va retrouver tout ça, et notamment, on l'a dit, mardi pour la dégustation de la rouge flamande, cette fois la viande. Merci beaucoup Laurent. Le reste de l'actualité, bravo aux Lillois. Café Saint-Gomis à Aubière, près de Clermont-Ferrand. Le nordiste a réalisé aujourd'hui un saut en longueur de 8,18 m, une performance qui lui permet de décrocher le titre de champion de France, mais aussi de réaliser la meilleure marque mondiale de l'année. Du football à présent, la défaite de Lille face à Bastia et la claque pour Lens à Caen. Le score 4-1 a été vécu comme une humiliation par des supporters ulcérés. Une centaine d'entre eux ont provoqué de graves incidents. Jean-Louis Manon. 82e minute, le match Caen-Lens est interrompu par l'arbitre et les CRS doivent intervenir pour contenir la colère des supporters lensois. L'addition est trop lourde, 4-1 pour les Normands, le Racing est à la dérive. La demi-heure de jeu a été terrible. Lens, déjà mené 1-0, prend 2 buts en 2 minutes. Un trou noir marqué par cette erreur en défense qui ouvre un boulevard à l'adversaire. J'ai horreur, donc c'était le week-end, comme on dit, on prenne des claques tous les week-ends et voilà, ça commence à vraiment gonfler. Ce pénalty d'Alarbi El Jadeyaoui n'y changera rien. Lens décroche à 6 points maintenant du premier non relégable. Le LOSC, lui, aurait pu y croire. À Bastia, Ryan Mendes ouvre le score dès la 17e minute. Mais la joie des Lillois est de courte durée. Les Corses égalisent 5 minutes plus tard. Là encore, c'est une grosse erreur de défense qui donne l'avantage à l'adversaire. Bastia profite de cette passe ratée de Sofiane Bouffal en fin de première mi-temps pour marquer 2-1. Le score ne bougera plus. Je crois qu'on se tue un petit peu tout seul sur 2 grossières erreurs. Je crois qu'à ce niveau-là, quand on fait des erreurs comme ça, on les pécache et c'est un petit peu dommage. À l'heure de jeu, Vincent Enyama évite que la note soit encore plus salée. Après cette nouvelle défaite, le LOSC se retrouve 12e au classement. Attention, entre la 10e et 17e place, tout le monde se tient en 5 petits points. C'est serré, ça peut aller très vite. Et une image encore, le 30e rallye des routes du Nord. C'est le Béthunois Laurent Bayard qui l'a remporté pour la 4e fois. La sortie familiale par excellence, une visite au zoo, plutôt rare en hiver, un week-end marqué par la réouverture du zoo de Fort-Mardic. Clémence de Blazy, Jean-Marc Vasco. Voilà le hibou grand-duc. Il dort. Il dort là pour l'instant. Il va chasser pendant la nuit. Et ça chasse la nuit, ouais. Une petite pause et c'est reparti. Depuis quelques jours, au zoo de Fort-Mardic, les animaux sortent doucement de leur période d'hivernation. Ils pointent un museau encore tout ensommeillé, qui impressionne beaucoup les jeunes visiteurs. Vous pensez pas que les castors, il fallait que ça dormait le jour ? Ici, pas de déracinés, on ne voit que des animaux européens. Les animaux sont bien, ils n'ont pas mis d'animaux qui ne peuvent pas être là. Par exemple, la girafe est en béton, le crocodile est en béton, et c'est bien parce qu'ils n'ont rien à faire ici. On a 2 exceptions, on a les Ouistiti et les haras.
Mais sinon, ce sont essentiellement des animaux européens. Tu restes, Syl ? Hier, pour la réouverture, 450 visiteurs sont venus assister à l'entraînement des phoques. Une caresse et une friandise avant de retourner à l'eau. Il y a aussi de nouveaux pensionnaires qui prennent possession des lieux. On accueille aujourd'hui un nouvel arrivant, Jasper, un lynx. Sa femelle est également arrivée il y a 2 semaines. Pour l'instant, elle est en quarantaine. Si tout se passe bien, la semaine prochaine, ils seront mis en contact. Et on espère avoir de beaux bébés. Loutres, rennes et autres cormorans sont à découvrir pendant les vacances. En ce moment, l'entrée est à 1 € pour tout le monde. Et direction la côte picarde avec le célèbre petit train de la baie de Somme. Il va fonctionner pendant ces vacances d'hiver et c'est une première. Alexandra Combe, Frédéric Elorga. C'est une vieille dame de fer qu'on aime regarder passer. Une locomotive à vapeur, 126 ans au compteur qui reprend du service pour l'hiver. Elle crache sa fumée direction le Far West Picard, la baie de Somme. Et la locomotive est particulièrement ancienne, celle-ci. C'est la grand-mère de la série, elle date de 1889. Et c'est quand même une pièce de musée. Mais une pièce de musée qui fonctionne. Un trajet de 12 km à travers champs, le train relie Saint-Valery et Cailleux. Contrôle des billets, s'il vous plaît, messieurs. Vitesse de croisière, 20 km/h. Alors pour cette famille, c'est le temps des vacances à bonne allure. J'aime bien les trains, surtout les trains à vapeur. Qu'est-ce qui te plaît dans les trains à vapeur? Justement, explique-nous. Que ça va pas vite, on a le temps d'observer la nature. Même à l'intérieur et tout, les trains, c'est plus intéressant pour les enfants. Voilà. Un autre rythme, quoi. C'est un rythme qui correspond à celui des vacances. Exactement. On prend notre temps, on prend le temps de vivre et ça fait du bien. Et à l'avant du train, il faut garder le rythme justement. 150 kg de charbon par voyage. La vieille dame, parfois capricieuse, doit être confiée à des hommes d'expérience. Depuis 8 ans, Olivier vient spécialement du Havre pour la conduire. Elle a plus de 120 ans, donc c'est quelque chose qui est formidable parce que c'est beaucoup de travail de la part de tout le monde pour arriver à sortir, à faire en sorte que cette machine puisse tourner. Et quand on est toujours content quand on a fait une bonne journée. Une invitation au voyage qui devrait continuer jusqu'à la fin des vacances d'hiver. Cette histoire à suivre, cet habitant d'Aulnoy-Aymeries qui ne savait ni lire ni écrire, l'association Mots et Merveilles lui est venue en aide. Repéré par des réalisateurs, il a alors joué dans un court-métrage et vient de recevoir un prix d'interprétation au festival de Clermont-Ferrand. Laura Lévy, Sébastien Gurac. Là, je viens d'avoir mon prix avec 15 jours déjà et Daniel est toujours plongé dans ses souvenirs, ses photos, avec sa récompense, avec l'équipe. Le jury du festival de court-métrage de Clermont-Ferrand lui a décerné le prix d'interprétation. Un rêve éveillé pour cet Aulnaisien aux allures de billet. Quand vous avez entendu votre nom, alors ça vous a fait quoi? Oh là. Là, mes jambes, ils l'ont fait comme ça. Ils ont tremblé parce que après, il y a Hugo, tout ça, Zoran, ils sont montés sur l'estrade. Et la dame, elle dit, l'acteur, il peut venir aussi. Alors j'ai monté, puis là, c'est là que j'ai parlé au micro, tout ça. À bientôt. L'an dernier, Daniel Vanet est repéré par 3 jeunes réalisateurs. Il tourne 2 films. Ici, il joue un père divorcé, illettré, qui veut récupérer son fils. Un rôle dramatique proche de la vie de Daniel, analphabète il y a encore 4 ans. Qu'est-ce qui t'a fait ? C'est une belle réussite, c'est une belle revanche sur la vie. Il a eu des conditions quand même très difficiles au départ. Son handicap de ne pouvoir lire et écrire l'ont emmené dans des situations très compliquées. Et je pense que là, il est sur la bonne voie, quoi. Lis la phrase en entier, ça va peut-être aider. J'ai perdu mon chameau. Mots et Merveilles, c'est un peu comme sa maison. Quand il perd son emploi après 23 ans de bons et loyaux services, il pousse la porte de l'association pour apprendre à lire et à écrire. Je prends des livres et puis le soir, quand il n'y a rien à la télé, elle lit chez moi et tout ça. Et maintenant, ça commence à rentrer. Bon, j'ai encore un petit peu de mal, mais avant, au début, je savais écrire que mon nom, mon prénom, c'était tout. Les bénévoles de Mots et Merveilles s'occupent de 500 adultes qui, comme Daniel, viennent ici pour reprendre confiance en eux et s'ouvrir au monde. Ma vie a changé complètement. Et je suis très content parce que je crois que j'aurais pas eu ça. J'aurais tombé dans le trou et puis
j'aurais rien à changer. Une deuxième vie, une deuxième carrière, c'est décidé, Daniel veut être acteur. En avril, il va d'ailleurs tourner son premier long métrage chez lui, à Aulnoy-Emery. Mon avenir, je le vois comme un beau rayon de soleil. Malgré tout. Notre série 14-18 avec ce soir le romancier Romain Rolland, un itinéraire retracé par Caroline Jouret. Au-dessus de la haine, c'est le premier titre que Romain Rolland avait donné à son appel pacifiste. Il l'a raturé et l'a rebaptisé Au-dessus de la mêlée avant de donner son accord à l'imprimeur. Originaire de Clamecy, nous sommes ici devant sa maison natale. Romain Rolland, philosophe humaniste dans l'âme, est un écrivain déjà célèbre en 1914 grâce à son roman Jean-Christophe, publié dans les journaux entre 1904 et 1912. Son héros rapproche la France de l'Allemagne. La déclaration de guerre équivaut pour lui à un suicide de l'Europe. Il se trouve en Suisse où il séjourne régulièrement pour soigner sa fragilité pulmonaire. À 48 ans, il est trop âgé pour être mobilisé. Il décide de rester dans ce pays neutre pour écrire et publier librement. Rédigé le 15 septembre 1914, son article « Au-dessus de la mêlée » est publié dans le Journal de Genève le 22 septembre. Romain Rolland interpelle ceux qui prennent part au conflit, démonte tous les arguments des partisans de la guerre. D'autres articles suivront. Ils seront édités dans un seul et même ouvrage en 1915, intitulé également « Au-dessus de la mêlée ». Ces propos font polémique. L'écrivain est considéré par certains comme un traître. Pourtant, en 1916, il reçoit le prix Nobel de littérature. Romain Rolland rêvait d'une Europe unie. Son idéal humaniste était sans doute un peu visionnaire. Mort à Vézelay en 1944, il repose à Brève, dans la Nièvre. Notre agenda, les événements à suivre demain, le retour à Londres pour le rarissime Folio, cette collection d'œuvres de Shakespeare retrouvée par miracle en novembre à Saint-Omer. Louane au Pasino de Saint-Amand, mardi soir après le César, la chanson et les premières notes de son premier album. Et puis à partir de vendredi et tout le week-end, les championnats de France de tennis de table à Orchy. Merci de nous avoir accompagnés tout au long du week-end. Prochaines infos demain en compagnie d'Hélène Tonnelier. On se quitte avec les couleurs du carnaval, des parapluies malgré un grand ciel bleu, la bande de Malo. Départ cet après-midi, Rigaudon final. C'est en ce moment la fièvre du carnaval ne se dément pas. À bientôt.